J'avais dit, vous savez, quand je suis arrivé, la justice était en voie de clochardisation. Eh bien, cela m'a été reproché par beaucoup de magistrats en me disant il ne faut pas dire ça parce que ça porte atteinte à la majesté des décisions de la justice. Et donc moi, j'étais très surpris parce que je pensais que mon mot aurait choqué en raison de la réalité qu'il dénonçait. Et il a choqué en raison de la conception que peut-être je me faisais de la justice. Donc voilà, vous avez une taille de petite cuillère alors qu'il aurait fallu une pompe aspirante, quoi. C'est désespérant. Une justice pauvre, c'est une démocratie pauvre. La souffrance est si forte qu'elle dépasse l'obligation de réserve. C'est-à-dire qu'à un moment, dans cet équilibre-là, voilà, la souffrance dépasse l'obligation de réserve et fait qu'à un moment, les magistrats disent on se met en infraction et on descend dans la rue parce que sinon on crève. Et la justice, c'est à la fois un grand mot et c'est une toute petite chose politiquement. C'est quelque chose dont on entend parler tous les jours, peut-être avec certains arbres qui cachent la forêt. On entend beaucoup parler des faits divers, du pénal, beaucoup moins du civil par exemple. Et puis pour nos dirigeants, c'est un tout petit ministère en fait, le ministère de la Justice. Aujourd'hui, le budget global de la France, c'est 400 milliards par an, 8 milliards pour la justice. C'est 2% finalement du budget global. Et au final, nos dirigeants politiques ont plutôt l'impression que ça roule. C'est-à-dire que c'est pas très cher payé pour quelque chose qui, bon gré, mal gré, fonctionne. Aujourd'hui, on a tendance à considérer la justice comme un service public. C'est d'abord une autorité constitutionnelle. Ce n'est pas un service public comme les autres, c'est une autorité constitutionnelle, comme le Parlement est une autorité constitutionnelle, comme l'exécutif est une autorité constitutionnelle. Et par conséquent, la justice doit avoir une pleine place dans la société d'aujourd'hui. Or, c'est cette vision d'ensemble qui manque, de sorte qu'on a des réformes qui vont dans un sens et puis après qui vont dans un autre, parce qu'elles ne reposent pas sur la conception de la justice aujourd'hui. Donc le premier rôle, je crois, de la justice dans nos sociétés contemporaines, c'est d'être à l'écoute de la société, d'être à l'écoute de ce qui arrive devant elle, pour déterminer si ce qui était de l'ordre du besoin, de la demande, de la réclamation, peut rentrer dans la catégorie droit. Et la deuxième mission, c'est ce que Montesquieu appelait la faculté d'empêcher. Toute société a besoin de deux facultés, la faculté de statuer et la faculté d'empêcher. Je dirais c'est comme une voiture. Hein. Dans une voiture, il faut un accélérateur et un frein. Si vous avez que l'accélérateur, vous risquez d'aller dans le fossé, et si vous n'avez qu'un frein, vous n'avancerez pas. Et donc l'équilibre, c'est accélérateur et frein. Si je transpose ça en termes constitutionnels, l'accélérateur, c'est le gouvernement, très bien, mais s'il n'y a que le gouvernement, il risque d'abuser. Il faut donc qu'il y ait la faculté d'empêcher un pouvoir d'aller jusqu'au bout, d'abuser de son pouvoir. C'est ce que disait Montesquieu, je ne dis rien d'autre, hein, l'équilibre entre la faculté de statuer et la faculté d'empêcher. Autrement dit, la justice devient, un des deux piliers de la démocratie. Si je veux résumer, vous avez le suffrage universel et vous avez la justice. Si vous enlevez un des deux piliers, vous n'avez pas de démocratie. Mais le justiciable est très loin de la justice. Dans la réalité, moi, le nombre de personnes que je connais, que je fréquente, et pas simplement les gens qui viennent dans mon cabinet, hein,
les gens de la vie ordinaire, voilà. Ils n'ont pas envie d'aller devant la justice. C'est pas un service public de proximité, la justice. Ça devrait peut-être l'être, mais ça l'est pas aujourd'hui. Et donc, que ce soit nos dirigeants politiques ou nos citoyens, vivent assez loin finalement des réalités de cette justice. Je trouve que dans le service public, il y a quand même partout un peu le même malaise qui est celui de l'austérité, de la rentabilité, de la perte de sens du coup. Les juridictions françaises se divisent en deux ordres, l'ordre administratif et l'ordre judiciaire. L'ordre administratif concerne les contentieux opposant le citoyen à la puissance publique. L'ordre judiciaire, lui, se divise en deux. D'un côté, les juridictions pénales, quand une infraction est commise, tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises, tribunal pour enfants. De l'autre, les juridictions civiles, qui traitent des conflits entre personnes privées. On y retrouve le droit du travail, avec le Conseil des prud'hommes, le droit commercial, avec le tribunal de commerce, mais encore tous les litiges du quotidien, affaires familiales, loyers et expulsions, consommation, succession, assistance éducative ou encore les mesures de protection des majeurs. Tous ces contentieux sont regroupés au sein du tribunal de proximité ou du tribunal judiciaire. Je disais, je suis dans un tribunal, un petit tribunal. Mais là où c'est difficile en réalité dans une petite juridiction, c'est que à la moindre surcharge, à la moindre absence, à la moindre voilà, tout est chamboulé. Donc très souvent, on est amené à faire des choses différentes dans des petites juridictions. Et comme je le disais, donc à la moindre absence, au moindre collègue qui a une urgence et qui ne peut pas en réalité prendre telle audience ou tel dossier, tout est chamboulé, tout est remis à plat et on se retrouve à courir dans tous les sens et à devoir rattraper une audience, en annuler une par-ci pour pouvoir en faire une autre par-là. Enfin, voilà. Lorsqu'on est, pour une raison ou pour une autre, on peut s'absenter, notamment parce qu'on est malade. C'est vrai que le premier réflexe, c'est de se dire, bon, qu'est-ce qui va se passer avec mes audiences? Quand je vais revenir, il va y avoir un stock encore plus important et les gens vont attendre leur décision encore plus longtemps et les collègues vont en pâtir parce qu'elles vont devoir remplacer et faire encore plus de choses. Donc oui, effectivement, on y réfléchit à deux fois, hein, bien souvent malheureusement, avant de se dire est-ce que je vais voir un médecin? Est-ce que je vais être amenée à être arrêtée? Oui, clairement, c'est une question qu'on se pose. Je suis traductrice-interprète pour les tribunaux depuis plus de 10 ans dans le Grand Est. Faute de personnes disponibles dans un objectif d'économie, nous sommes parfois contraints d'assurer seule l'interprétation pour plusieurs personnes lors d'une même audience. Les audiences durent parfois plus de 8 heures, en simultané et avec la pause méridienne pour tout temps de repos. Les paiements interviennent souvent plusieurs mois après l'émission. Les candidats aux fonctions de traducteur-interprète se font rares. Ceux qui sont actuellement inscrits abandonnent. Ceux qui restent sont à bout et les conséquences sont réelles pour les personnels de justice, les procédures et bien sûr les justiciables. Oui, je pense que Bobigny est particulièrement sinistrée parce qu'en fait, elle l'est depuis toujours et qu'en réalité, même s'il y a eu des efforts nombreux et réguliers qui ont été faits pour la juridiction, on arrive un peu à écumer, mais certainement pas à sortir la tête de l'eau, puisqu'on est quand même sur une juridiction qui prend souvent l'eau, donc on fait des métaphores à base d'eau. Mais oui, elle est particulièrement sinistrée, notre juridiction. Par exemple, je pense à la chambre des préjudices corporels, donc on est sur quand même des gens qui, après avoir été condamnés, doivent pouvoir indemniser les victimes, donc des victimes qui attendent l'indemnisation. On est sur les audiences de renvoi, par exemple, à peu près 1 an entre le moment où le dossier est, est renvoyé devant la 19e, puis si jamais vous avez un nouveau problème, à nouveau un renvoi de à peu près 1 an. Alors, dans les chambres correctionnelles, c'est pareil. Sur les chambres de juge unique qui traitent des violences conjugales, on est sur des délais à peu près similaires. Les délais, ils sont juste liés à une surcharge d'affaires, des affaires qui sont très nombreuses. Alors à Bobigny, on est le 2e tribunal de France, donc forcément, il y a beaucoup de dossiers. Un jour, j'ai appris que mon client s'était suicidé. Là, d'attendre autant de temps, que la justice entende sa plainte, que son dossier avance et que cet homme soit mis en accusation devant la cour d'assises, eh bien, ça a été trop long.
Il a perdu patience, il était déjà très fragilisé par ce qu'il avait vécu, par ce qu'il avait subi, et il a fini par se jeter dans un fleuve. On sait qu'au début des années 2000, en tant que criminel, on pouvait être jugé par la cour d'assises au bout de 2 ans, 2 ans et demi, en tout cas, c'était ce genre de délai. Aujourd'hui, on parle plutôt de 3 ans, 4 ans, 5 ans. La cour d'assises de mon département est tellement embouteillée qu'on est plutôt en effet sur des délais de 4 à 5 ans. Les accusées, les victimes, ne vivent plus pendant toutes ces périodes-là. Elles attendent cette fameuse échéance. Elles attendent ces échéances pour passer à autre chose, nous disent-elles. Je n'ai jamais vu de justice qui se déroule dans des délais acceptables, que ce soit la justice prud'homale, que ce soit la justice civile, la justice pénale. J'ai toujours été confronté à une impatience, et la plus insupportable est celle des justiciables. Parce que eux, ils n'ont pas besoin de connaître, soulever le capot, ils attendent une décision, et quand on leur dit, écoutez, l'ordonnancement de votre affaire c'est dans 9 mois, alors que le besoin il est immédiat, vous êtes inaudible parce que on n'a pas tous affaire à la justice, et donc on méconnaît sa réalité. Et quand on a besoin, c'est quand votre voiture tombe en panne, votre garagiste il est là. Il ne vous dit pas, revenez dans 8 mois. Et donc, quand vous avez un problème personnel qui nécessite d'appeler un magistrat, on en reparle dans 1 an. C'est pas compréhensible, quelque chose. Donc, je me garderais bien de faire une priorité, parce que tout doit être une priorité. Alors, la cause de ces délais, elle est double, à mon avis. Première cause, qui est évidente, c'est un manque de personnel. C'est très simple, si on doublait le nombre de juges, on doublerait le nombre d'audiences, et par conséquent, on aurait nécessairement à terme moins de stock au sein des juridictions. En fait, il n'y a pas eu d'évolution depuis que je suis rentrée dans la magistrature, donc 85. C'est le même discours, donc qui n'a fait que s'aggraver en fait, et les faits n'ont fait que s'aggraver sur le manque de moyens criant. Et avec la désespérante sensation que ça n'est jamais entendu, donc quel que soit le ton employé ou les moyens pour le faire savoir. Et des collègues, quel que soit leur âge, le drame dont on vient d'apprendre l'existence, c'est une jeune collègue, mais des collègues plus anciens, ou tombent en dépression, tombent très malades, ou d'autres se sont suicidés. Et puis d'autres partent de la magistrature, parce que ça n'est plus possible de travailler comme ça. On est partout dans une logique statistique. Et ça va nous tuer tous, certainement. Il faudrait doubler le budget de la justice pour qu'elle fonctionne convenablement. Pour tout le monde, pour les justiciables et pour les magistrats et les avocats qui travaillent. Mais au-delà de ça, après, il faut moderniser la justice. Il faut peut-être simplifier la procédure, parce que c'est un véritable labyrinthe pour tout le monde, y compris pour les professionnels. Et ensuite, il faut organiser, peut-être réorganiser certaines choses, mais tout tend vers un manque de moyens. L'état de la justice aujourd'hui, il est assez problématique. Je pense même comme un demi-siècle, on peut constater une vraie dégradation de l'ensemble. Et dans tous les domaines, pas simplement dans le domaine des moyens, mais dans ses relations avec les justiciables, dans les relations entre les différents acteurs de la justice. Il y a eu des progrès d'ordre technique, mais globalement, c'est plutôt une évolution problématique, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a tant de discussions, de projets de réforme, de projets de simplification, de tout ce qu'on peut imaginer, voilà. Mais c'est quelque chose qui est récurrent, et qui prouve qu'en fait, tous les problèmes qui existaient il y a des dizaines d'années ne sont pas résolus. Alors évidemment, si vous regardez les grands chiffres qui sont fournis par des institutions très connues, vous voyez que la France est très très en retard par rapport à beaucoup d'autres pays qui ont des régimes similaires. Il faudrait faire un effort budgétaire, mais colossal, vraiment colossal. Le problème, c'est que quand vous regardez la réalité concrète,
du fonctionnement des tribunaux, des juridictions en général, vous voyez qu'il y a très peu de choses qui ont changé. En fait, c'est des sparadraps, c'est des morceaux de scotch, c'est des réformettes à la petite semaine. Mais pour ça, il faudrait que la question de la justice soit vraiment au cœur des débats politiques. Voilà. Et malheureusement, elle y est souvent, mais par des biais qui sont pas essentiels. Parce qu'en fait, il est très rare qu'un président de la République s'intéresse au fonctionnement même de la justice. Très très rare. Ah oui, c'est simple, il suffit de passer la porte d'un palais de justice. Il suffit de croiser un justiciable, il suffit de rencontrer un greffier, il suffit de bavarder avec un magistrat. La première chose que votre interlocuteur va vous demander, c'est est-ce que, puisque vous êtes ministre, est-ce que vous allez lui en donner enfin les moyens ? Malgré une légère augmentation du budget de la justice, la France reste loin derrière ses camarades européens, avec un budget justice de 70 € par habitant, pour 131 € en Allemagne, 117 € en Suède, 83 € en Italie ou encore 220 € en Suisse. C'est encore un des pays où on trouve le moins de magistrats. Quand pour 100 000 habitants, l'Allemagne compte 24,5 magistrats, la Grèce 27 et le Portugal 19, nous n'en comptons que 11. Le problème remonte au milieu du 19e siècle. En fait, le budget de la justice en France a toujours été sous-évalué par rapport au budget de l'État, en tout cas très, très petit. C'est un très petit budget. Le problème, c'est que dans les années 70, on a commencé à ouvrir grand les vannes des contentieux et donc à épuiser le système. Et ensuite, on a eu une vague de réformes qui a contribué encore plus à épuiser le système, malgré le fait qu'il y a effectivement depuis une trentaine d'années des augmentations régulières de budget de l'ordre de 4,5% et exceptionnellement en 2021 et 2022 de l'ordre de 8%. C'est énorme, mais c'est très largement insuffisant. On manque de magistrats, on manque de greffiers, on le voit par rapport aux fameux chiffres de la CEPEJ qui sont publiés tous les 2 ans. On est très en dessous des moyennes européennes si on compare avec des pays qui sont comparables aux nôtres. Là, on a encore vu une grève des interprètes traducteurs parce qu'ils ne sont pas payés. On sait que les juridictions sont en cessation de paiement au mois de juin, juillet ou août, c'est-à-dire que très concrètement, elles ne payent plus leurs papiers, plus leur fioul. Donc on a aussi un gros déficit de crédit de fonctionnement. Voilà, il manque de tout. Il faut que les gens comprennent que les juridictions n'ont pas de papier, pas de crayon. On en est là. Ah, le post-it, c'est l'objet mythique qui a fini par devenir d'ailleurs une private joke. Le post-it, effectivement, c'est ce dont tout le monde rêve dans les greffes et que personne n'a. Oui, on manque de tout. On a toujours le symbole des ramettes de papier, des stabilo-boss, des post-it ou des choses comme ça, mais moi, il me semble que c'est une absence invisible qui s'est constituée au fur et à mesure des années. Les moyens sont de plus en plus grands et sont parfois de plus en plus beaux. Enfin là, vous m'avez donné rendez-vous au tribunal judiciaire de Paris, qui est un lieu proprement extraordinaire. Ça peut ressembler à un hall d'exposition d'art moderne ou à un hôpital psychiatrique, mais c'est un lieu de justice qui est fondamentalement extraordinaire. Il n'y a plus de courant d'air, il y fait chaud, c'est bien éclairé, il y a des moyens vidéo, mais les manques de moyens de la justice, c'est pas ça. La multiplication des dossiers est grande, tout est beaucoup plus technique, et en même temps, il y a beaucoup moins de moyens, ou il y a des moyens équivalents pour le faire. Pour être clair, en termes mathématiques, moi j'ai l'impression qu'il y a une courbe qui monte vraiment de façon extrêmement forte et qui est visible tous les jours dans la société, dans les médias, à l'Assemblée nationale. C'est la demande de justice, partout. Tout le temps, surtout, tout est prioritaire. Le terrorisme, la radicalisation, la lutte contre les violences des femmes, tout est évidemment légitime. Et en revanche, les moyens augmentent, et ils augmentent vraiment, mais c'est une course sans fin. Le paradoxe, c'est que pour un ministre, c'est compliqué à comprendre, parce que la tentation des magistrats, quand ils lui font visiter un tribunal, c'est de tout ranger, de tout repeindre, de façon à jouer un peu un visage Potemkin, c'est-à-dire que vous ne voyez pas la réalité. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à expliquer à mes interlocuteurs que je voulais voir les conditions de travail qu'ils avaient vraiment. Parce que si je ne me nourrissais pas de ce que j'observais, je serais sans doute moins percutant pour arriver à convaincre ceux de Bercy qui ne nous donnaient pas d'argent.
Il faut comprendre que quand on parle du budget du ministère de la Justice, une large part est en réalité consacrée au fonctionnement de l'administration pénitentiaire. Moins d'un tiers du budget est en réalité consacré au budget judiciaire. Dans la partie consacrée au judiciaire, c'est encore la part du pauvre qui est allouée aux juridictions civiles, celles qui traitent la plupart des contentieux du quotidien. D'abord, moyen humain. On manque vraiment de greffiers, on manque de place. Parce que s'il nous faut des greffiers, il faut de la place. On a de plus en plus de dossiers, on est au pénal, on a de plus en plus de dossiers, on a des délais courts pour les traiter, pour faire nos jugements, pour transmettre à la cour d'appel quand il y a appel. Et il nous faudrait plus de greffiers pour qu'il y ait plus d'audience et donc moins d'audience qui se terminent tardivement et qui impacterait notre travail de greffe, puisque lorsque nous finissons tard, et ben on arrive, même si on a droit aux heures de repos, on arrive tôt le matin pour faire notre travail de greffe, faire nos jugements et aller à l'audience ces après-midi et ainsi de suite. En réalité, on se rend compte qu'aujourd'hui, à peu près toutes les fonctions judiciaires, elles sont impactées par le manque de moyens. Et le manque de moyens, en fait, il est global. C'est-à-dire qu'on ne manque pas, dans un certain type de juridiction, de magistrats et de greffiers. On en manque partout, de façon structurelle. Et aujourd'hui, la catastrophe, c'est qu'on se rend compte que tout le système prend l'eau, et qu'il ne répond plus. Par exemple, et que vous avez plusieurs dossiers, et que vous devez notifier, selon la condamnation qui a été prononcée, notifier des documents aux condamnés. Souvent, nous n'avons même pas une minute pour lui expliquer. Nous, on est souvent les premières personnes qui voient, c'est le greffier ou l'adjoint. Et ça les rassure, en fait, quand on leur parle, quand on prend le temps de leur expliquer les peines. Même s'ils ont des avocats, ils aiment bien qu'on leur parle, qu'on leur explique. Quand on les a au téléphone et qu'on leur explique comment ils peuvent saisir un avocat, comment avoir un avocat commis d'office, ou même les victimes, parce que aussi les victimes, quand il est très tard et qu'on doit dire à une victime, en fait, pour vos dommages et intérêts, je vous donne ce document, puis vous lisez, puis vous verrez plus tard. Concrètement, on voit bien que les justiciables, ils ne comprennent pas et ils se disent qu'on n'est pas du tout abordable, alors que notre travail, nous, de greffier, c'est avant tout un travail de service public et on veut être abordable. Sauf qu'on n'a pas le temps de l'être. Quand on a signé pour un service public de la justice et pas pour être inabordable. On est matraqué, on est aujourd'hui dans une justice qu'on traite un peu comme une entreprise. Et c'est la justice du chiffre, il faut aller vite, on chronomètre tout, on n'a pas le temps d'entendre les gens, il faut aller vite. Et en fait, c'est tout ce dysfonctionnement-là qui aujourd'hui fait qu'avec le stress, la pression, la culpabilité que les greffiers et les magistrats ont, la honte aussi de rendre parfois cette justice vite et de bâcler, fait qu'on peut être amené à commettre des erreurs qui peuvent avoir des conséquences pour des victimes, pour des prévenus, pour des justiciables en général. La différence entre Paris aussi et la province, c'est qu'en province, un greffier peut être appelé sur différents services selon le manque d'effectifs. Et donc il va être amené à être performant partout. Et c'est comme si aujourd'hui, vous demandez à un médecin généraliste d'être tout d'un coup cardiologue, pédiatre et d'intervenir partout en une seule journée. C'est pas possible, il y a un risque d'erreur considérable et ça engage la responsabilité des agents et une conséquence sur le justiciable. Un greffier correctionnel, il arrive à 9h, il prend son service à 9h. L'audience commence soit à 9h, soit à 13h30. Et ensuite, il est là jusqu'à ce que l'audience se termine. Une audience qui se termine à 4h30 du matin, c'est levé d'audience 4h30. Le greffier, il ne part pas tout de suite parce qu'il a des actes urgents à faire. Et ensuite, le lendemain, il faut qu'il soit là parce qu'il faut faire partir tous les documents importants et aviser tous les services. Et en fait, c'est ça aujourd'hui la souffrance que tout le monde ressent. Nous, en tant que professionnels et eux, en tant que justiciables, c'est nous sommes du chiffre et nous ne sommes pas un être humain. Et on délaisse trop aujourd'hui la santé des gens et la vie humaine au profit du chiffre. C'est un constat aussi que j'ai fait pour la justice, c'est-à-dire que aujourd'hui encore, des fois, il faut que je réécoute mes propres chroniques sur la justice pour comprendre ce que j'avais compris avant. Et la difficulté qu'il y a en plus là-dedans, c'est que, disons qu'il y avait des noms qui en plus entre-temps ont changé avec la dernière réforme. Enfin, je sais que voilà, les tribunaux judiciaires n'existaient pas. Je crois que ça ne s'appelait pas comme ça. Et donc, ce qui est délicat, c'est qu'en plus, voilà, c'est que déjà avoir le socle de vocabulaire de base, on ne l'a pas. Et si en plus les repères bougent d'une année sur l'autre, je pense que au lieu de familiariser le justiciable avec la justice, au contraire, ça l'éloigne, quoi. La justice a besoin de se faire connaître pour se faire comprendre. Ça, c'est une évidence parce que c'est un monde
qui, même s'il s'occupe du quotidien, donne le sentiment d'être refermé sur lui-même. Et quand les palais de justice ont été construits pour ça, d'ailleurs, Robert Badinter dit toujours que la justice française, c'est des codes et des colonnes. Et c'est vrai que c'est des codes et des colonnes. Donc, quand on passe un palais de justice, on n'a pas le sentiment d'être en sécurité, on a le sentiment qu'on est dans un univers qu'on ne maîtrise pas. Donc du coup, on se sent en insécurité. Alors qu'on devrait être dans un palais de justice en disant, je vais être protégé, en tout cas si on est une victime. La justice, pour se réconcilier avec les citoyens, devrait ajouter un seul mot à la devise républicaine: égalité, liberté, fraternité et lisibilité. Parce que je pense que c'est vraiment le plus terrible, mais c'est le plus terrible pour tout le monde. Quand les avocats n'arrivent pas à savoir où est leur dossier, n'arrivent pas à informer leurs clients, quand la presse judiciaire, qui est censée quand même être une presse un peu spécialisée, n'arrive pas à savoir dans quelle salle se déroule un dossier, et évidemment, quand la plupart des citoyens qu'on interroge ne comprennent pas comment marche la justice, j'ai quelques idées sur lesquelles il faudrait peut-être améliorer les choses. Mais la lisibilité, ça ne veut pas dire de rendre la justice publiquement, sans aucun secret de l'instruction et à toute vitesse. Mais c'est un moment, expliquer les choses, diffuser les décisions, le Conseil d'État le fait en matière administrative. Quand on voit aux Pays-Bas, on a le sentiment qu'on peut avoir la décision pénale quasiment immédiatement. Et je pense que le grand divorce entre les Français et la justice, il vient quand même beaucoup de là, c'est-à-dire dans une période où tout le monde a son smartphone et peut savoir où est son colis, on ne sait pas où est sa décision de justice, etc. La justice en 2021-2022 ne sait toujours pas communiquer, ce qui pose, à mon avis, un double problème. Le premier problème, c'est qu'elle ne sait pas vendre son savoir-faire nécessaire. Elle ne sait pas faire de vitrine dans le magasin. La deuxième difficulté, qui est encore plus importante, c'est qu'elle ne sait pas se faire comprendre, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas expliquer les décisions qu'elle prend et elle tend le fouet pour se faire battre par le citoyen qui va trouver les décisions soit dans un sens trop laxiste, soit trop sévère, et par le politique qui aura tout le loisir de critiquer les décisions qui sont rendues. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la presse judiciaire. À la rigueur, moi, j'ai totalement échoué parce que moi, quand on passe notre temps, mais on est encore une fois plein de tous les amis de la presse judiciaire, à expliquer la justice. À chaque fois qu'on se retrouve dans un repas de famille, les gens nous envoient tous les poncifs possibles. Donc ça veut dire qu'on a totalement échoué à notre rôle. C'est-à-dire les magistrats ont sans doute beaucoup échoué, les avocats plus encore parce que vous l'êtes, mais les journalistes, nous, en chronique judiciaire, on a totalement échoué puisqu'on n'a pas réussi à expliquer la société telle qu'elle fonctionne. Donc les communicants, oui, sans doute, ça marche très bien à l'occasion de telle ou telle audience, mais c'est assez ponctuel. Dès que le politique met le nez dans la justice, c'est forcément pour la critiquer ou pour en faire ressortir en tout cas ses faiblesses. Elle en a beaucoup, mais la justice, j'allais dire la justice du quotidien qui est rendue dans tous les tribunaux de France et qui ne pose aucun problème, qui fonctionne bien malgré les difficultés, on n'en parle jamais du coup et le politique ne s'en empare jamais. On ne parle pas assez de la justice du quotidien, déjà parce qu'il y a des habitudes médiatiques de s'intéresser davantage au pénal qu'au civil. Et par ailleurs, cette petite tendance qu'ont les journalistes à pointer du doigt ce qui ne fonctionne pas. Et en fait, ce temps de communication-là, c'est du coup forcément du temps qui est prélevé sur le fait de faire les choses et de les faire bien. Déjà, il y a un truc vraiment de concurrence du temps. Et l'autre problème que ça pose, c'est surtout que souvent la communication devient plus importante même que le fait que les choses bien faites. Si on n'avait pas ce culte du chiffre, de la faire élucider, de la faire traiter, du nombre de dossiers traités par jour, on ferait les choses sérieusement et en profondeur, et du coup on les ferait bien. Et je pense que les agents, quels qu'ils soient, n'auraient pas ce sentiment de perte de sens, quoi. Une réforme de texte, ça ne coûte pas cher et que c'est pour ça qu'il y en a autant. On va avoir médiatiquement le sentiment que les députés vont se pencher sur ça et on va se dire « Ah ouais, et ils ont durci la loi et ok, voilà, maintenant les limites sont plus claires, c'est mieux défini, blablabla. » Mais sauf que derrière, c'est pas ça des fois qui manque en fait. Des fois, les lois, elles sont déjà plutôt bien écrites. Des fois, les justiciables sont censés être plutôt déjà protégés par les lois existantes. Et sauf qu'il n'y a pas de moyens,
supplémentaires débloqués pour que les lois existantes soient appliquées. Sauf que les moyens, ça coûte de l'argent, alors que les mots et une réforme, ça n'en coûte pas. Si déjà juste, on a arrêté de bouger le texte, mais on donne les moyens que les textes existants soient appliqués, déjà, ce serait très, très bien. La demande, la sollicitation pour changer les lois est quotidienne, permanente, frénétique. Et un ministre se sent toujours en situation de devoir essayer d'apporter un plus, et donc le seul outil qu'il a pour ça, c'est la loi. Les politiques ne veulent pas forcément connaître l'intérieur de la justice parce que c'est compliqué et parce que ça ne correspond pas en réalité à leur grille de lecture pour une notion simple, c'est celle du temps. C'est-à-dire que le temps politique s'est beaucoup réduit pour plein de raisons, mais pas seulement le quinquennat, le temps médiatique, etc. Et le temps judiciaire reste long. Il suffit d'avoir fait un seul dossier au pénal pour s'en rendre compte, et il faudrait que les politiques viennent voir simplement des correctionnels de temps en temps. C'est-à-dire on est à un moment de transition, et dans ce moment de transition, on essaie de faire des réformes un peu n'importe comment. Quand je dis n'importe comment, je veux dire que les réformes qui sont faites jusqu'à présent ne reposent pas sur une vision d'ensemble de ce que devrait être la justice aujourd'hui. Oui, on communique beaucoup sur la justice pénale. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais le problème c'est que la justice civile, elle, est une justice au moins aussi importante. Et à mon avis, qui concerne beaucoup plus l'ensemble des Français. Et il n'y a pas que la justice civile, il y a la justice commerciale, il y a la justice sociale, les prud'hommes, voilà. Tout ça, c'est un ensemble. Savoir comment fonctionne une juridiction au quotidien, au civil par exemple, c'est quelque chose qui échappe complètement à la connaissance de la plupart de nos dirigeants politiques. Je ne parle pas, par exemple, des députés à la commission des lois, qui sont très au fait, mais combien de députés, combien de sénateurs, combien de ministres, combien de conseillers ministériels ont passé ne serait-ce que plus d'une heure dans une juridiction du quotidien, dans un tribunal, ont visité, ont assisté à une audience, sont allés voir les juges aux affaires familiales. Ça, c'est quasiment personne. Combien de parlementaires, à part ceux de la commission des lois, visitent des lieux de détention de liberté, ne serait-ce qu'une maison d'arrêt? Tout ça, ça ne fait pas partie du quotidien, de l'immédiateté de nos responsables politiques. Ils vont plus facilement visiter des usines, ils vont plus facilement visiter des services publics que le service public de la justice. Je pense que la justice civile est la moins visible des justices, parce qu'elle n'intéresse pas, même si elle est quantitativement celle qui concerne le quotidien des Français. Mais comme elle n'est pas spectaculaire, elle n'est pas nourrie par le brûlot de l'actualité, et donc du coup elle n'est jamais traitée comme étant une urgence. Parce qu'au fond, pourquoi la justice pénale récupère parfois un peu plus d'argent, ou en tout cas d'intérêt, c'est parce qu'elle a fait la une des journaux, et qu'il y a quelque chose qui relève de l'ordre du psychologique, alors que la justice civile, c'est de l'individu. Voilà. On a le sentiment, mais d'une façon générale, que depuis des décennies, la justice n'est pas un chantier prioritaire de l'État. Ça n'a absolument rien à voir avec le gouvernement actuel. C'est comme ça, effectivement, depuis extrêmement longtemps. Mais voilà, je pense qu'il y a eu aussi une volonté un peu de démantèlement un peu de l'institution, en éclatant notamment les lieux de justice, même si on est d'accord sur le fait qu'il fallait évidemment une modernisation qu'incarne à l'évidence ce nouveau tribunal, mais c'est vrai qu'il y a eu cette tendance aussi ces dernières années à sortir un peu la justice du cœur de la cité. Alors que les affaires civiles, je dirais, causent des préjudices du fait de leur lenteur rendue nécessaire et inévitable par le manque de moyens, extrêmement important dans la vie des gens. Je veux dire, c'est ce qu'on peut peut-être faire comprendre le plus facilement, c'est les problèmes évidemment aux affaires familiales. Je veux dire, c'est quand il y a une séparation, un divorce, quand c'est contentieux évidemment, puisqu'on a trouvé des moyens maintenant pour éviter au maximum que ça aille au contentieux, mais c'est vrai que toutes ces décisions-là sur la garde des enfants, sur les contributions aux charges du mariage, l'évaluation des pensions, enfin tout ça c'est une justice où on peut attendre une décision alors que c'est, je dirais pas vital, mais parfois presque vital donc, pour continuer à vivre correctement. Donc on a ça, on a les problèmes de loyer, on a les problèmes de copropriété. Bon, ça paraît, si on est propriétaire déjà, sûrement ça va mieux, mais il y a des gens qui sont dans des situations dramatiques en étant propriétaire d'un appartement, je sais pas, squatté, dégradé, enfin voilà. Donc on a toutes ces affaires civiles.
les affaires de nationalité aussi, enfin bon, je veux dire, toutes ces affaires civiles qui sont très très importantes pour les personnes. On n'a jamais fait tellement la politique de la chaise vide, il faut quand même nous reconnaître ça. On a participé. La profession est bonne fille, à beaucoup d'égards. On nous traite pas toujours très très bien, on explique qu'on est des emmerdeurs. On l'est à certains égards, mais globalement, quand même, encore une fois, la profession est bonne fille et c'est toujours plutôt adapté aux évolutions, avec une procédure qui est quand même de plus en plus complexe, de plus en plus génératrice de responsabilité. Et on a toujours, alors parfois en râlant un peu, mais on a quand même toujours effectivement suivi le mouvement. Chaque réforme, les spécialistes disent mais en fait, si c'était pour réformer de façon aussi compliquée, c'était pas la peine de réformer. Et en fait, c'est ça la difficulté. C'est que les réformes, elles créent de la complexité. La complexité, le temps qu'elle soit comprise, il y a une nouvelle réforme qui vient chasser l'autre. Et ça, c'est en permanence. Et c'est tous les ans, voire parfois 2 fois par an. Et ça demande un temps infini de préparation, de formation, de réflexion, avant de pouvoir travailler sur des dossiers qui sont éventuellement en cours. Donc c'est des choses qui ne se voient pas, c'est des choses qui ne se mesurent pas, mais c'est des choses qui sont obligatoires parce que la procédure, on est obligé de la respecter si on veut que le dossier avance. Mais là, ça devient trop compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des sanctions dans la procédure, il y a parfois des parties qui perdent leur procès pour des motifs qui sont totalement futiles. Et qui ne consistent pas dans le fait de rendre la justice, en fait. Dans la justice du quotidien, pour des questions familiales, de divorce, de garde d'enfants, tout ça, ce n'est plus possible, en 2021, ce n'est plus possible d'attendre plusieurs mois, dans certains cas, quand des enfants sont concernés notamment, ou plusieurs années. Si c'est du contentieux, avec la nouvelle procédure, on va être autour de 1 an et demi, 2 ans pour divorcer. Mais malheureusement, c'est les délais de la justice. Aujourd'hui, on a 2 conséquences à cette justice et ces délais. C'est tout d'abord, il y a eu la crise du Covid, qui a entraîné beaucoup de retard dans la gestion des dossiers, puisque pendant un certain temps, les juridictions ont été fermées. Et puis, on a aussi un manque de moyens au sein de la justice, où malheureusement, on n'a pas assez de magistrats, de greffiers, pour pouvoir assumer au vu de la charge de dossiers qui arrivent tous les jours dans les juridictions. Dans le contentieux familial, vous avez des justiciables qui attendent depuis 1 an, voire plus, pour voir traiter une demande de divorce ou autre. Quand ils arrivent enfin à l'audience, ils se disent « je vais pouvoir exprimer mon mal-être et je vais être entendu ». Sauf qu'en fait, on n'a pas le temps. Et donc, il y a trop de dossiers, trop de gens. Et quand ils sont assistés d'un avocat, on va dire « maître, vous avez la parole, 15 minutes » et on enchaîne, on enchaîne. Le justiciable va sortir de cette audience en se disant « j'ai pas eu la parole, j'attends ça depuis longtemps, j'ai subi toute cette situation, je suis en souffrance et on ne m'entend pas, on ne m'écoute pas et on expédie mon dossier comme si j'étais qu'un chiffre, qu'un dossier et pas un être humain. » Eh ben, on va demander à des machines de juger des hommes. Et ça, c'est absolument catastrophique. C'est une perspective catastrophique. Il faut que les gens imaginent que les problèmes qu'ils ont actuellement avec leur opérateur de téléphonie mobile et qui les rend fous parce que inlassablement on rentre des informations et on n'a pas de réponse sur un site internet, eh ben, à terme, c'est ce qu'on va vivre quand on aura besoin de divorcer. Alors l'expulsion, si vous étiez un de mes clients, je vous dirais que c'est un long parcours du combattant. Alors si vous me saisissez à partir de janvier 2022 et que votre locataire est déjà en dette, vous aurez la possibilité, en étant relativement optimiste, de pouvoir expulser votre locataire à partir du 1er avril 2023. On a un système qui est un peu à bout de souffle, puisque on voit bien que les tribunaux sont débordés de ce type de demande. C'est-à-dire que pour assigner devant un juge pour faire résoudre un bail, si j'appelle aujourd'hui certaines juridictions dans le ressort de la Cour d'appel de Paris ou de Versailles autour de Paris, je peux avoir des dates en 2023, puisque le tribunal est complètement saturé de demandes. Ce qui fait que les délais ont augmenté, c'est que vous avez toujours le même problème, c'est que vous avez une juridiction qui est donc le juge du contrôle de la protection, aujourd'hui ex-tribunal d'instance, qui a de multiples compétences. Vous avez un juge unique qui tient une juridiction qui va être exclusivement compétente en matière d'expulsion, mais pas seulement, en matière de surendettement, en matière d'élection professionnelle, en matière de tutelle, de curatelle, de mesures de protection, mais également du contrôle des élections professionnelles. On fait des lois qui s'empilent, se superposent, se contredisent parfois. Les lois ne sont pas forcément cohérentes. Elles répondent, les lois sont adoptées pour répondre à des problèmes ponctuels. Voilà, il y a un fait divers, il y a une loi.
il y a un attentat, il y a une loi. Elles ne sont pas faites pour durer sur la continuité. Alors ça, c'est le problème de toutes les lois et c'est le problème peut-être du quinquennat, où on va vite, on légifère très vite parce qu'on sait que dans 4 ans, 5 ans, on ne sera plus là. C'est pas seulement des échecs, c'est des provocations. C'est des provocations parce qu'en réalité, c'est des lois d'affichage pour laisser croire aux citoyens que finalement la justice est prise en main par un certain nombre de gouvernants. Mais pour autant, malheureusement, on constate que sur le terrain, les lois de simplification complexifient la procédure, que les nouveaux modes de communication ne sont pas du tout au point et sont plus des obstacles que des facilités, et toujours au quotidien, ces délais qui ne cessent d'augmenter. Il y a aussi les textes qui sont pris aujourd'hui par les différents gouvernants, qui, encore une fois, sont des obstacles au rendu d'une bonne justice. Pour donner un exemple simple, en matière d'appel, finalement, le législateur, pour des raisons de stock, a voulu créer un certain nombre de choses-trappes, en espérant finalement qu'un certain nombre de dossiers disparaissent des rôles des juridictions. Ça a eu l'effet complètement inverse, puisque finalement les avocats font valoir un certain nombre de recours, tout simplement pour défendre à la fois leur interprétation des textes, et puis malheureusement aussi pour tenter d'éviter de voir leur responsabilité civile professionnelle engagée. Le procès n'est plus la chose des parties, mais il n'est plus non plus la chose du juge. Et ça c'est vraiment typiquement en matière de procédure d'appel le cas, c'est qu'à partir du moment où il y a des délais couperets pour lesquels il n'y a même plus de pouvoir d'appréciation du juge, en réalité effectivement on est gouverné, et les magistrats et nous, par cette logique de flux. La Cour a pris peur et on a compliqué les choses pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une explosion du nombre d'appels. On gère les flux. Et donc, pour gérer les flux, comme en matière de circulation, on pense que plus on va diminuer les tuyaux, moins il y aura de flux, moins il y aura de dossiers. Ça ne résout rien en termes de gestion de la justice. En revanche, ça a un effet délétère. Et au final, ça peut aussi produire de la souffrance côté professionnel du droit, que ce soit avocat, magistrat, greffier, mais aussi et surtout la souffrance chez les justiciables pour lesquels nous nous battons. Donc c'est pas du tout satisfaisant. C'est plus difficile, c'est plus dangereux, nous avançons sur un terrain miné judiciairement parce que la procédure est de plus en plus complexe. Et toujours avec cette volonté justement d'éliminer un certain nombre de dossiers parce qu'on considère que finalement les procès en appel sont des mauvais procès. Au final, on n'a pas moins de dossiers, on a des dossiers plus complexes, avec plus d'incidents, plus longs, plus coûteux, etc., etc. Alors, ça dépend des conseils de prud'homme, mais en règle générale, les temps sont relativement longs, puisqu'entre la saisine d'un conseil de prud'homme et le bureau de jugement, il y a à Paris 1 an, donc c'est un délai raisonnable, un délai pour pouvoir plaider le dossier. Mais il se trouve que dans des barreaux périphériques, par exemple, comme Nanterre ou Meaux, entre le moment où vous saisissez un conseil de prud'homme et le moment où vous pouvez plaider l'affaire, et sans qu'il y ait d'incident, il se passe 2 ans ou 2 ans et demi. Si vous rajoutez à cela un délai d'appel qui est aussi de 2 ans et demi, de 2 ans à 2 ans et demi à Paris pour plaider un dossier, vous avez donc des affaires qui peuvent traîner sur 5 ans, même pour des problèmes relativement simples, puisque la difficulté n'est pas en cause. Donc vous êtes certain que dès la première instance, vous pouvez avoir des procédures qui soient jusqu'à 3 ans ou 4 ans, avant même l'appel qui, lui, rajoute encore 2 ans à 2 ans et demi. Si vous faites licencier en décembre 2021, si jamais vous êtes à Nanterre, par exemple, vous pouvez avoir une décision en 2025 ou 2026. On essaye bien évidemment de vider les conseils de prud'homme, mais aussi les cours d'appel, puisque le décret Magendie fait aussi en sorte d'une complexification absolument hors norme de la procédure qui auparavant était extrêmement simple et était orale, et maintenant vous avez une procédure qui est extrêmement compliquée. Il y a un manque de moyens qui est affolant. Pour vous donner un exemple, au conseil de prud'homme de Paris, il leur arrive de vous appeler au milieu d'année pour vous dire de ne plus adresser de fax parce qu'ils n'ont plus de papier. On ne peut pas admettre que dans un état de droit, comme à Nanterre par exemple, qui est l'un des plus gros barreaux, d'un des plus gros conseils de prud'homme, puisqu'il y a effectivement toutes les sociétés qui sont à la défense qui dépendent du conseil de prud'homme de Nanterre, on ne peut pas accepter qu'on ait des délais de 2 ans et demi en première instance et de 2 ans et demi encore en appel, et que les gens, pour demander des certificats de travail ou pour demander des rappels de salaire d'1 mois qui n'ont pas été payés, attendre 5 ans, c'est purement effectivement inacceptable. Mais c'est vrai qu'on a notre voisin de Nanterre qui, lui, a des gros problèmes. Aujourd'hui, sur Paris tout au moins, les délais ne sont pas ceux
ceux qui, et d'ailleurs quand on discute avec vos confrères, généralement ils conviennent qu'à Paris, ils n'ont pas les mêmes problèmes que dans certains conseils. Je cite Nanterre, et sans mettre en cause les conseillers de Nanterre, parce qu'ils ne sont pas en cause. Il y a une chose qui est sûre et qui pose problème dans beaucoup d'endroits, c'est les effectifs du greffe. C'est vrai qu'il y a un gros problème d'effectifs du greffe, il y a un problème de salles également dans certains endroits. Je reprends Nanterre. À Nanterre, lorsqu'on leur a fait un rapport pour leur dire vos délais commencent à être un peu anormaux, les conseillers ont dit, nous on est prêts à doubler les audiences. Et on leur a dit, oui, mais il n'y a pas de salle, il n'y a pas de greffier. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai problème aujourd'hui d'effectifs de greffe. Jusqu'au pire, c'est Chaumont. C'est-à-dire qu'en mai, le directeur du greffe de Chaumont a carrément dit, il n'y aura plus d'audience avant septembre, parce que je n'ai pas de greffier. À Bourges, ils ont fait grève l'année dernière, à la fin de l'année dernière, parce qu'il n'y avait pas de greffier. Et il y a beaucoup d'endroits où c'est vrai que c'est un vrai problème. Alors, ça prend beaucoup de temps parce que les plaintes sont traitées par les services de police et de gendarmerie qui ont déjà beaucoup de plaintes et beaucoup de procédures à traiter. Donc, on leur laisse forcément un délai plus ou moins long en fonction de la gravité des faits dénoncés. Ça, c'est une première chose. Évidemment que plus les faits sont graves, objectivement graves, eh bien, plus les délais sont courts. On est dans un traitement très rapide, en temps réel, je dirais. Moins les faits sont objectivement grave ou en tout cas soumis à une forme d'urgence, eh bien dans ce cas-là on laisse des délais qui peuvent aller de 3, 4, 5, 6 mois en fonction de la surcharge des services d'enquête. Une fois que les services d'enquête nous font un retour de ces procédures, eh bien ils arrivent dans nos bureaux qui ont déjà beaucoup de procédures en attente et on essaie de les traiter rapidement évidemment, mais de les traiter aussi en tenant compte d'un service général, en tenant compte du fait qu'on va à l'audience défendre ces dossiers, en tenant compte qu'on a aussi des tours de permanence, etc., etc. Ce qui est certain, c'est qu'on met en place régulièrement des circuits. Vous voyez par exemple parquet des mineurs, parquet violence intrafamiliale. On a des groupes ou des unités qui se forment au sein des gendarmeries et des commissariats pour être exclusivement dédiés à ces questions évidemment très sensibles. Au sein du parquet, l'information elle essaie de circuler de manière fluide, de manière rapide, de manière efficace, mais également au-delà du parquet, avec les juges des enfants, avec le juge des affaires familiales. Par exemple, quand le juge des affaires familiales reçoit un couple qui demande à divorcer ou qui se déchire un petit peu sur la garde des enfants, eh bien, si des éléments d'inquiétude apparaissent dans l'audition de l'enfant ou dans les pièces produites par les parties ou par leurs avocats, le juge d'affaires familiales nous fera remonter, nous au parquet, tous les éléments d'inquiétude et on fera partir en enquête, pareil, toujours avec ce délai d'urgence en fonction de l'urgence objectivée ou pas. Alors concrètement, déjà, la plainte va être prise soit par quelqu'un du service judiciaire qui va être dédié soit à ce qu'on appelle le quart judiciaire, donc c'est-à-dire le tout venant, ce qui arrive, soit parfois en dehors des heures ouvrables. Ça peut être un fonctionnaire de police secours qui va prendre la plainte le soir, le week-end, parce qu'il n'y aura pas nécessairement d'effectifs dédiés aux plaintes sur la permanence judiciaire. Ensuite, cette plainte, généralement, tout simplement, on les met dans une bannette. Elles vont être examinées par la hiérarchie, sauf plainte particulièrement urgente qui appellera une réaction immédiate, une intervention d'un effectif de police secours. Si c'est des choses qui peuvent attendre, on va dire des plaintes classiques, elles vont être examinées et ensuite elles vont être attribuées à un enquêteur ou à un groupe d'enquête en fonction de la nature de la plainte. S'il s'agit de faits, par exemple, de violences intrafamiliales, on va les donner aux brigades locales de protection de la famille. S'il s'agit peut-être de faits d'escroquerie et qu'il y a un groupe dédié aux infractions financières, fiscales, etc., on va les attribuer de cette manière-là. Et le fonctionnaire va ensuite être amené, celui qui reçoit la plainte, à traiter le dossier, avec la difficulté évidemment qu'il n'a pas une seule plainte en portefeuille en même temps. On a chacun des enquêteurs qui reçoit tous les jours des plaintes, en s'en rendant compte évidemment au parquet, puisque c'est le parquet qui dirige l'enquête et qui supervise l'action. Tous les fonctionnaires de police ont des dossiers, ils en ont énormément. Il y a ceux qui leur arrivent par les plaintes bien sûr, il y a ceux qui leur sont transmis par le parquet directement, il y a ceux qui viennent d'autres services de police. Donc finalement, tout ça est une histoire de priorisation, puisqu'il ne suffit pas que la plainte malheureusement soit attribuée à un fonctionnaire pour être traitée immédiatement. Oui, il y a des priorisations qui sont données par le gouvernement, et donc nous, après la police, on est une administration, c'est-à-dire comme toutes les administrations, on applique évidemment des instructions qui nous viennent de notre ministère de tutelle, le ministère de l'Intérieur en l'occurrence.
Ça ne surprendra personne si je dis que par exemple en ce moment il y a une grosse priorité sur les violences intrafamiliales, les violences conjugales. C'est quelque chose qu'on demande aux services de traiter de manière extrêmement prioritaire, ce qui peut évidemment s'entendre, hein, mais du coup les effectifs sont parfois très mobilisés par la priorité du moment. Parce que moi ça m'est arrivé, et là c'est un petit peu plus personnel, mais ça m'est arrivé en tant que chef du SAIP à l'époque à Sevran, petit commissariat, d'avoir des gens qui m'appelaient pour me demander où en était leur plainte. Et puis je vais regarder, moi, dans le logiciel, où est la plainte. Et on se rend compte que la plainte, elle a été attribuée à un enquêteur qui est parti en mutation sans être remplacé. C'est des choses qui sont frustrantes pour nous, parce que c'est pas des plaintes qu'on ne traite pas parce qu'on n'a pas envie, ou parce qu'on est de mauvaise volonté, ou qu'on ne veut pas travailler, mais parce qu'on n'a pas toujours forcément les moyens, on en parlait, à la fois humains et matériels, de les traiter dans les meilleures conditions possibles. Si vous êtes victime d'une infraction et que vous souhaitez engager des poursuites, il faut déposer plainte. Vous pouvez déposer plainte soit directement auprès du procureur, soit auprès d'un commissariat ou d'une gendarmerie. Une fois que la plainte est enregistrée, une enquête commence, dont le but est de déterminer si une infraction a été commise ou non. Il s'agira donc pour le parquet de rechercher les preuves et les auteurs. L'enquête peut alors durer plus ou moins longtemps selon la complexité du dossier. Pendant ce temps, vous n'êtes pas forcément tenu informé de l'avancée de l'enquête. Le procureur prend ensuite sa décision. Il peut alors décider soit de classer l'affaire, par exemple s'il n'a pu réunir suffisamment de preuves, soit de renvoyer le dossier pour que l'auteur soit jugé, soit demander l'ouverture d'une instruction. Dans les dossiers les plus complexes, où il s'agit d'un dossier criminel, c'est un juge d'instruction qui prendra la suite des investigations. Dans certains cas, il peut décider d'une mesure alternative aux poursuites. Si l'affaire est classée, vous avez toujours la possibilité de contester le classement, de saisir directement le tribunal par une citation directe ou de vous constituer partie civile devant un juge d'instruction. Alors, les juges, ils rendent la justice en fonction des textes qui leur sont, qui sont en vigueur, des textes de loi, et en fonction des règles de ce qu'ils peuvent faire et de ce qu'ils ne peuvent pas faire, pour faire simple. Les juges, ils font avec ce qu'on leur donne, clairement, et ce qu'ils ont le droit de faire. Un juge, comme un procureur, un magistrat, ils ne sont pas là pour être laxiste, pour être clément ou sévère, ils sont là pour être juste. Être juste, ça s'apprécie, et c'est ce que nous demande la loi, c'est ce que nous demandent les textes du Code de procédure pénale, notamment, c'est ce qu'on appelle la personnalisation de la peine. Eh bien, quand on prononce une peine, on doit tenir compte évidemment de la gravité de l'infraction, évidemment du risque de récidive, mais aussi de la personnalité du mis en cause, de ses moyens, de ses revenus, de ses moyens intellectuels. Est-ce qu'il est connu? Est-ce qu'il n'est pas connu? Est-ce qu'il connaissait la victime? Est-ce qu'il ne la connaissait pas? Est-ce qu'il y a un risque qu'il se rapproche à nouveau de la victime? Est-ce qu'il y a un risque qu'il passe à l'acte à nouveau ou pas? Est-ce que c'est un acte isolé dans un parcours jusque là où on ne le connaissait pas? Voilà, autant d'éléments qui font que eh bien, la justice va rendre une décision qui pour A paraîtra sévère et pour B le paraîtra moins, alors qu'en réalité ce sont des décisions qui sont adaptées à la personnalité et à la situation et au passage à l'acte commis par A et de même pour B. Donc non, la justice n'est pas laxiste, parce qu'évidemment quand on dit ou quand on donne comme élément de manière brute, un tel a été condamné à ça, alors que le parquet en demandait 2 fois plus, etc., c'est aussi des éléments qui sont donnés de manière parcellaire et erronée, parce que on n'a pas le contenu du dossier, on n'a pas les déclarations de la victime, on ne sait pas forcément ce qui s'est passé à l'audience, on n'a pas le casier judiciaire du mis en cause du condamné, on n'a pas l'amendement dont il a pu faire preuve, les pièces qui ont été fournies par son avocat, et évidemment les moyens de défense soulevés par son avocat. Donc ce sont autant d'éléments qui font que ça rend une décision qui sera différente, qui sera peut-être de manière brute sur le papier, ne sera pas comprise du grand public, mais pour autant, il faut comprendre que derrière cette décision, il y a des pages et des pages et des pages de procédure, il y a des heures et des heures de travail des juges, des magistrats, des avocats. La seule réponse au populisme juridique, c'est la protection de l'indépendance des magistrats qui, pour rendre leur jugement, n'ont qu'une seule référence, le code civil, le code commercial, le code constitutionnel, le code du travail. C'est ça leur référence, que ça plaise ou non à l'opinion publique. Je ne crois pas que la justice soit laxiste, non.
Il y a beaucoup de personnes qui sont condamnées tous les ans. Pour preuve, au moment de la crise sanitaire et du confinement 2020, on a fait un gros travail au niveau des SPIP, des parquets aussi et des JAP pour essayer de désengorger les prisons et éviter que l'épidémie se propage en détention. Et en fait, depuis la reprise d'une vie à peu près normale, on s'aperçoit que les incarcérations ont repris énormément et les prisons sont pleines. Il y a à peu près 70 000 personnes qui sont en détention actuellement et nous suivons à l'extérieur à peu près environ 200 000 personnes. C'est compliqué de dire que la justice est laxiste quand on assiste à quelques audiences en comparution immédiate et quand on voit le taux de mandat de dépôt qui est prononcé dans ce type de juridiction. C'est compliqué de dire que la justice est laxiste quand on voit le taux de remplissage des maisons d'arrêt. Non, la justice n'est pas laxiste, elle n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on attendrait en termes de résultats, mais je ne crois pas que ce soit pour son laxisme qu'elle peut être critiquée. On pense qu'il n'y a pas assez de réponses pénales, déjà parce qu'on connaît mal la justice. Et la réponse de l'annihilation sociale et de l'extermination des droits que constitue un placement en détention provisoire est absolument pas adaptée à tout le monde. On voudrait pouvoir rapidement répondre, mais de manière adaptée. Donc un placement en détention au mauvais endroit, au mauvais moment et sur la mauvaise personne, je crois qu'au fond, quand on prend un peu de recul, c'est la dernière chose dont la société a besoin aujourd'hui parce que ça rajoute de la violence à la violence. Et aujourd'hui, au contraire, on a besoin d'une société qui soit un peu apaisée, dans laquelle on a besoin de prendre un peu le temps de la réflexion. C'est pas le temps de l'absence de réponse, c'est simplement le temps de la réflexion à la bonne réponse. Et c'est ça des considérations d'efficacité. C'est pas simplement éliminer. Là, vous voyez bien, le nombre de chiffres de personnes en détention ne fait qu'augmenter. Est-ce que la délinquance ne fait que diminuer? Bah non. En tout cas, on s'en plaint encore aujourd'hui de cette délinquance. Et pourtant, Dieu sait que la réponse pénale qui lui est apportée, elle est de plus en plus dure et elle consiste de plus en plus avec des incarcérations, des privations de liberté, des peines automatiques. C'est la pire idée qui existe en matière de justice. Dans ce cas-là, on ne met pas de magistrat, dans ce cas-là, on ne met pas de juge, on met simplement des caisses automatiques. Les peines automatiques, c'est le contraire de la justice, tout simplement parce qu'une peine n'a de sens que si elle s'adapte à celui à qui elle est opposée, que si elle réfléchit à la fois sur l'acte qu'il a commis et qui doit être sanctionné, mais aussi comment il commet cet acte et qui il est quand il commet cet acte. Une peine automatique, c'est une peine qui n'a pas de sens. Mais celui qui prête serment en tant que juge se voit lésé de tout pouvoir, se voit dans l'incapacité de pouvoir donner la réponse pour laquelle pourtant il a lu le dossier, il a consulté la procédure, il a étudié des éléments de personnalité. L'automaticité d'une peine, vous voyez, c'est aussi difficile à appliquer qu'à prononcer, ça n'a aucun sens. En soi, je comprends très bien le citoyen qui dit pas assez répressif, ou même parfois, malheureusement, le policier qui dit pas assez répressif. On interpelle quelqu'un, il est remis dehors, etc. Enfin bon, tout ça, c'est un peu, excusez-moi du terme, c'est un peu café du commerce. Et voilà, donc il faut... moi, je crois que, et je suis certaine de ce que je dis, parce que j'ai des étudiants en droit, certes, mais je leur dis toujours, allez aux audiences et on discute après. Et c'est vrai qu'ils vont aux audiences de comparution immédiate, quand ils sortent, je ne suis pas sûre qu'ils puissent dire que la justice est laxiste, parce que ça, c'est faux. C'est au contraire une justice rapide, et moi je considère souvent trop rapide, avec préserver les droits de la défense, mais aussi les droits des victimes. Hein. C'est vrai que les victimes qui arrivent, moi j'ai encore vécu ça cet été, hein, une jeune femme victime d'une agression violente dans le métro, donc le prévenu était dans le box, déjà condamné pour les mêmes faits. Bon, elle était à l'audience, il était 23h, elle avait attendu, mais elle voulait être là à son procès. Bon, elle a eu du mal à rassembler ses idées. 48 heures de garde à vue, certes pour lui c'est long, mais pour elle, 48 heures de garde à vue pour amener des justificatifs, évoquer son préjudice avec son avocat qui avait fait, l'avocat de l'aide juridictionnelle, hein, qui était venu, qui avait travaillé le dossier en un temps record. Pour eux, ça va vite et c'est un problème. Voilà. Ensuite, il faut savoir qu'une peine aménagée permet une réponse beaucoup plus ciblée et parfois beaucoup plus dure à vivre. Quelqu'un qui est pris en charge par l'administration pénitentiaire, qu'est-ce qu'il fait? Il dort, il attend. Bon, ok, ils sont enfermés dans 9 mètres carrés à 3, c'est désagréable de voir faire pipi, popo, partager sa gamelle et puis vivre dans un environnement aussi restreint. Mais finalement, en termes de devoirs, vous n'avez pas à vous lever le matin, vous n'avez pas à chercher un boulot, vous n'avez pas à répondre en termes financiers et en termes de contraintes sociales à ce que tout
tout ce qui impose le vivre ensemble dans notre société. Une peine aménagée avec une obligation de justifier en permanence qu'on a fait tous les efforts pour essayer d'indemniser, pour voir le psy vraiment. Parfois, une peine aménageable est beaucoup plus contraignante pour celui contre qui elle est prononcée qu'une simple peine privation de liberté qui consiste à lui dire « bon bah, tu devras faire, mais plus tard ». Parfois, la justice, elle passe en décalé, on a l'impression qu'une personne est remise en liberté et que finalement, elle va s'en sortir en totale impunité. Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est un contrat judiciaire à ce moment-là qu'elle peut avoir avec l'institution. Et à l'issue de ce contrat judiciaire, elle va montrer qu'elle a mieux à donner que l'infraction qu'elle a commise. Quand vous décidez aujourd'hui de mettre quelqu'un en détention, la question des moyens, elle est importante aussi. Quelqu'un qui est en détention aujourd'hui, il coûte à notre société. Et on fait un choix de dire, voilà, je paye ça, je paye des murs, je paye du béton, je paye de décaler à demain plutôt que de m'occuper du problème aujourd'hui, plutôt que de payer une assistante sociale aujourd'hui, qui pourrait s'occuper en effet d'assurer un suivi, un vrai suivi, sur des mesures qui sont encore une fois pas des mesures de liberté, mais des mesures de contrainte, et qui sont beaucoup plus productives que construire un mur de prison. Le caractère criminogène du placement en détention sur la récidive, mon Dieu que ça coûte cher. Mon Dieu que ça coûte cher. C'est exactement comme une société sans vaccin. Vous décidez de ne protéger personne contre rien. Ah bah évidemment, vous allez être malade tous les 3 jours. Et bah là, c'est ça qu'on a décidé de faire sur la justice pénale. On a décidé de pas faire de prévention et de faire que de la répression. En tout cas, c'est ce vers quoi on se dirige, parce qu'on n'est pas content parce qu'il reste des malades. C'est complètement stupide. On y perd des milliards d'euros, on y perd du temps, on y perd des gens. Quand vous faites le budget du ministère, on vous dit toujours tout va pour la pénitentiaire. Tout va pour la pénitentiaire parce qu'effectivement, en termes de volume, c'est considérable et que quand vous passez là aussi la porte d'une prison, vous avez honte de faire 3 pas parce que, comme on vous dit, ça m'est arrivé plusieurs fois, ne marchez pas là, monsieur le ministre, parce que là, il y a des rats. Et vous vous dites, mais moi, je vais y passer 1 heure. Il y a des gens qui passent une vie, je pense aux surveillants de prison, et puis parfois des années pour d'autres qui ont été condamnés. Moi, ce que j'aimerais véhiculer comme message, c'est que n'importe qui peut être condamné un jour, que nul n'est à l'abri de ça et que quand la justice passe, c'est souvent des moments très difficiles pour les personnes qui sont condamnées et qui passent devant les magistrats. La hausse budgétaire du ministère de la Justice, elle est dédiée à l'administration pénitentiaire. Alors moi, je fais partie de l'administration pénitentiaire en tant que CEPIP, mais elle n'est pas forcément dévolue à l'insertion et la probation, mais plutôt à la sécurisation des lieux de privation de liberté et à la construction de nouvelles places. Sauf que construire de plus en plus de places, ça implique incarcérer de plus en plus, en fait. Juste avant la pandémie, on était à plus de 70 000 personnes écrouées. C'est un chiffre énorme. Dans les maisons d'arrêt, il y a encore des surpopulations carcérales, des gens qui dorment par terre sur des matelas. Donc on ne peut pas considérer que la sécurité et la construction de places règlent le problème de la justice et non, ce n'est pas suffisant. L'Union européenne préconise qu'un CEPIP en milieu fermé suive à peu près 50 personnes détenues. Dans certains établissements, j'ai des collègues qui en suivent plus de 100 en maison d'arrêt, ce qui est énorme puisqu'il y a un gros turnover. Et en milieu ouvert, les préconisations européennes, c'est une 60aine de suivis. On est très très loin de ces chiffres dans la réalité des terrains. Si l'on dresse un constat et l'on pose un regard objectif sur le fonctionnement de la justice, on s'aperçoit qu'il semble exister, et l'expression à l'honneur des guillemets, une justice de classe, dans la mesure où, par exemple, tout le contentieux pénal des comparutions immédiates est un contentieux de masse qui suppose une énergie incroyable, tant de la part des avocats que des magistrats, qui terminent très tard dans la nuit, alors que lorsque vous avez par exemple un homme politique jugé en correctionnel, les horaires d'audience sont beaucoup plus souples. On commence à 9h30, on termine à 12h30 voire 13h, on recommence à 14h pour terminer à 18h. Le procès s'étend sur 1, 2, 3 semaines et on voit bien que parfois vire au spectacle, et on voit bien qu'il y a là un traitement différencié des affaires selon qu'elles soient politico-financières ou qu'elles relèvent du droit commun. Je trouve très sain que la police ne soit pas contente des décisions de la justice. On voit aujourd'hui tout le temps des policiers dire « oui, c'est scandaleux, la justice les remet dehors, etc. » On n'est pas content, la justice ne répond pas à nos attentes. Eh bien, ça tombe bien parce qu'elle n'est pas là pour ça.
La justice n'est pas là pour satisfaire la police. Elle est là pour rendre des décisions équilibrées au regard, évidemment, de la position du parquet, mais aussi de la défense. Et l'idée qu'il y ait une récrimination de la police à l'égard de la justice me paraît très sain d'un point de vue démocratique. Et puis, il faut aussi que les magistrats, les avocats mettent un peu du leur pour parler aux justiciables, parler la même langue, quoi. Et ça suppose qu'on prenne, nous, les professionnels, du temps, qu'on parle un peu la langue de tout le monde, et que les lieux où on rend la justice soient des lieux où on comprend ce qui se passe, et où on traite de façon humaine les gens. Et on en est encore très très loin. La vraie réflexion sur le métier de juger. Je dis, on ne devient pas juge en 6 mois. Quoi. Donc on devient juge parce qu'on le veut, qu'on est prêt à beaucoup de sacrifices pour ça, parce que c'est la réalité, mais aussi parce que c'est le métier qu'on veut faire et qu'on y trouve une gratification dans cette fonction de juge. Et puis ça se réfléchit, la fonction de juge. Une décision, elle sera acceptée à partir du moment où elle est comprise, peu importe la décision. À partir du moment où c'est une décision qui est comprise comme étant juste, et donc expliquée, avec ce temps où le justiciable a pu voir qu'il a été entendu. Il acceptera, je dirais pas tout, mais quasiment toutes les décisions qui seront rendues par la justice. Il faut l'expliquer aussi aux enquêteurs, quand on est au parquet, quand on est notamment à la permanence, quand on dit à un enquêteur, ben non, cette enquête, elle va aller comme ça plutôt que comme ça. Si c'est relayé, la décision, elle est comprise. Si c'est pas relayé, souvent la décision ne sera pas comprise, et donc le sentiment d'injustice, et donc d'inefficacité de la justice, etc., sera majoré. Les gens sont de plus en plus exigeants avec la justice, et s'ils ont cette exigence, ça veut dire qu'ils croient encore en la justice. Donc moi je pense que cette exigence aussi, il faut la respecter, et il faut savoir aussi être responsable face à cette exigence. Faut savoir qu'en France, on a un vrai déficit d'experts psychiatres. On a des experts psychiatres près des cours d'appel qui, en fait, vont gérer un nombre absolument colossal d'expertises à différents moments de la procédure, aussi bien au niveau de l'enquête, lorsque c'est le parquet qui est en charge des investigations, ou lors de l'instruction. Les réponses qu'ils ont à apporter à leur mission d'expertise sont absolument sont d'une importance certaine pour la juridiction. Or, si on veut que le travail soit bien fait, il faut que ces personnes-là soient non seulement suffisamment nombreuses pour le faire, qu'elles aient le temps de le faire et qu'elles soient rémunérées dignement pour le faire. Alors les comparutions immédiates, c'est la justice du pauvre pour le pauvre par le pauvre. Ça me paraît, pour un état de droit comme la France, le scandale le plus épouvantable qui soit. Je ne sais même pas comment on tolère une chose pareille. C'est-à-dire qu'en effet, on juge à minuit, 1h, 2h, 3h du matin, et très concrètement, on condamne des gens à de la prison ferme à 3h du matin. C'est une honte absolue, mais les magistrats font ce qu'ils peuvent. Tout le système, en fait, est contraint de fonctionner comme ça. Et c'est toujours un choix cornélien entre est-ce que j'arrête tout parce que c'est indécent, parce que c'est indigne, mais dans ce cas-là, je contrains des personnes à faire davantage de détention provisoire puisqu'il faudra attendre une audience ultérieure, ou est-ce que je me dis pour ce dossier-là encore, pour cette dizaine de dossiers-là encore, il faut que je fasse un effort. Voilà. Une récente étude de l'Union syndicale des magistrats révèle qu'on est à un quart d'audience en France qui se termine après 21h. Donc un quart d'audience où on condamne des gens à de la prison ferme, parce qu'on sait en plus ce que c'est que les comparutions immédiates, c'est-à-dire 95% de peine de prison. On les condamne à de la prison ferme à 11h, minuit, 1h du matin. Il y a des audiences qui se terminent très exceptionnellement. J'en ai une en tête à 4h du matin. Voilà. Lorsque on travaille sur la question de la maladie mentale et de la responsabilité pénale, on se rend bien compte que, et c'est un aveu d'échec qu'on dit à mi-mot, mais qui est une réalité, c'est que sont incarcérées beaucoup de personnes qui ont des troubles mentaux. On a beaucoup de maladies mentales en prison, et en prison d'ailleurs, elle est elle-même génératrice souvent de pathologies intrinsèques à l'enfermement. La réalité, c'est qu'on incarcère des personnes qui probablement sont plus
à adresser vers les hôpitaux que vers la prison. Sachant par ailleurs que la psychiatrie elle-même hospitalière est dans un état de délabrement absolument colossal. Donc finalement, le serpent se mord la queue, on arrive toujours à la même situation qui fait qu'on ne soigne pas et on emprisonne des personnes souvent ayant des pathologies qui mériteraient autre chose que l'incarcération parce que ce n'est pas forcément la réponse la plus adaptée. Il y a beaucoup d'études qui ont été menées, par exemple au Conseil national des barreaux, et qui sont assez paradoxales, c'est-à-dire que quand vous posez la question dans des sondages à des échantillons représentatifs des Français, que vous leur dites comment vous vous informez sur le droit, très très majoritairement, ils vous répondent en allant sur Internet. Donc ça répond un peu à votre question. Et sur Internet, ils trouvent quoi? Ils trouvent de l'information via Google, ils trouvent des plateformes, ils trouvent, j'imagine, des Legal Tech. Première question, ma source d'information juridique, c'est majoritairement aujourd'hui Internet. Et deuxième question que vous leur posez, mais comment vous jugez cette information que vous allez chercher? Pas fiable. Oui, la dématérialisation nous a fait gagner du temps parce que c'est vrai que c'est souvent plus facile d'envoyer un message RTBA que de se déplacer à une audience de mise en état. Mais moi, je crois beaucoup au cycle et je pense qu'il faut revenir quand même à une réhumanisation de la justice et à une présence des avocats et du justiciable à certaines étapes de la procédure, de façon à ce qu'en effet on co-construise l'évolution du dossier civil ensemble, plutôt que de se retrouver à la fin du dossier avec une audience qui aujourd'hui n'est pas utile, avec une plaidoirie qui n'est pas interactive. Mais il faut rendre l'audience utile et redonner une valeur à l'oralité qui est l'humanité du dossier, qui pour moi est absolument essentielle. Il y a tout un tas de petits litiges sur lesquels on pourrait éviter le recours à la juridiction. Et ça, ça c'est aussi notre responsabilité, de développer aussi la formation là-dessus et une meilleure information sur ces modes alternatifs au stade de la mise en état. Évidemment, la présence de l'avocat est fondamentale, elle est essentielle, elle est inhérente, enracinée dans la défense pénale. On ne peut pas se passer de la présence de l'avocat comme on ne peut pas se passer du juge lui-même. Et les présences et de l'un de l'autre sont indispensables au bon fonctionnement de la justice et à l'œuvre de justice. Et aujourd'hui, c'est qu'en 2010, les magistrats, l'USM notamment, avaient édité un livre blanc sur la paupérisation des tribunaux, mais dans toute la France. Ces magistrats avaient visité des dizaines et des dizaines de tribunaux. Aujourd'hui, 12 ans plus tard, que font-ils? Ils manifestent aux côtés des avocats ensemble, donc pour une meilleure justice. Et certains d'entre eux, ils sont à peu près 1000 à avoir bravé l'interdiction qui leur était faite de ne pas faire la grève. Et ils l'ont faite. On voit bien qu'aujourd'hui, les magistrats passent à l'action en communion avec les avocats. Donc on peut espérer quelque chose d'intéressant pour les années qui viennent. Si les magistrats descendent dans la rue, on peut augurer l'espoir de quelques réformes en pesant sur le politique, d'autant que nous sommes en période de campagne électorale. Le logiciel en civil sur lequel on travaille, il date sans exagération aucune, je crois, de 96 ou 97. Donc il fonctionne comme un truc des années 90, c'est-à-dire à 2 à l'heure. Et à chaque réforme que vous pouvez avoir en procédure civile, on est obligé de remettre des choses un peu à jour, mais en empilant ça sur des choses qui dysfonctionnent déjà. Il y a un nouveau logiciel pénal qui s'appelle Cassiopée, qui est vraiment révolutionnaire par rapport à ce qu'on avait avant, qui s'appelait la NCP, la nouvelle chaîne pénale. Mais ce logiciel, il n'est pas toujours à jour. Ou parfois, le logiciel ne fonctionne pas en audience. Par exemple, ça m'est arrivé à la CI, comparution immédiate du 3 juillet. J'ai fini à 3h45, mais le logiciel, à 1h du matin, ne fonctionnait plus. Et donc, vous vous retrouvez à 1h du matin, ne peut avoir de document qui sort. Et donc vous êtes là, on dit ah ok, et vous faites tout à la main. En tout cas sur ordinateur avec des trames, mais c'est source d'erreur. Et ça a un impact considérable sur le temps de travail parce que il faut sans cesse chercher dans les textes, mettre à jour les trames, souvent avec l'aide des magistrats à nos côtés parce qu'il faut faire vite, parce que le justiciable attend, et il y a un risque d'erreur très important. On a l'impression que ces logiciels ne sont pas à la hauteur des tâches qui leur incombent. Ça rame énormément, les informations ne sont pas correctes. Et c'est tout ce temps perdu qui fait qu'on ne peut plus prendre le temps avec un justiciable à lui expliquer les choses alors qu'on est un service public, donc on devrait prendre ce temps et on ne peut plus. On ne peut plus, on essaye, mais on ne peut plus aujourd'hui. On a quand même des juridictions aujourd'hui où les magistrats
ne peuvent pas rédiger leur jugement à distance. Ils sont obligés de se rendre au palais de justice pour taper leurs décisions, les faire signer, que ce soit notifié par des greffiers. Alors, on marche sur la tête. On a des systèmes informatiques aujourd'hui qui ne sont pas capables de recevoir suffisamment d'informations pour faire transiter dans les conduits, les câbles, l'ensemble de l'information à laquelle on a droit. C'est-à-dire que si on veut se connecter à une juridiction qui est trop lointaine, aujourd'hui, les systèmes informatiques de la chancellerie, ils ne sont pas dotés pour ça. Ils ne sont pas assez puissants pour ça. On n'a pas fait les migrations informatiques nécessaires. Aujourd'hui, les logiciels sur lesquels les magistrats rédigent leurs décisions, c'est des logiciels qui sont open source, qui ne sont même pas des logiciels de traitement de texte classique. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de bidouiller pour faire de la mise en page. On est presque à l'âge de pierre de l'informatique pour ces gens-là. Aujourd'hui, on a un millefeuille de logiciels qui ne peuvent pas communiquer entre eux. Le logiciel des juridictions ne communique pas avec le logiciel de la chancellerie, et les logiciels de la juridiction sont tellement anciens que finalement, ils ne permettent pas un échange fluide avec les avocats qui communiquent via le RPVA. Donc on a aujourd'hui une situation complètement ubuesque dans laquelle personne ne peut communiquer, alors que c'est quand même le principe de base d'une bonne justice. Alors d'abord, si on était dans une dictature, on ne pourrait pas le dire. Le symbole d'une dictature, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on est dans une dictature. Donc le simple fait que l'on puisse manifester et dire qu'on est en dictature prouve que ça n'est pas le cas. Donc évidemment, nous ne sommes pas dans une dictature, nous sommes dans un régime, et c'est inquiétant aussi, de restriction des libertés fondamentales. L'essentiel évidemment dans tout cela est un effet de cliquet, un effet de non-retour. Il y a une cause qui est la crise sanitaire, qui a entraîné pour conséquence un certain nombre de restrictions dans les libertés fondamentales. On peut considérer que ces restrictions sont disproportionnées, injustifiées, en tout état de cause. Ce qui est très important, c'est que lorsque la cause de cela aura disparu, il faut que nous retrouvions le niveau des libertés fondamentales que nous connaissions avant. Ce qui m'inquiète, moi, ça n'est pas tant les restrictions que l'idée d'un non-retour, et que l'on se serait en quelque sorte, au bénéfice de cette crise sanitaire, habitué à une minoration de nos libertés, et que nous n'aurions ni le désir, ni la volonté, ni la possibilité de revenir à l'état des libertés antérieur lorsque les conditions sanitaires n'imposaient pas une restriction. Alors, il faut bien voir que la création des États a toujours été de concilier l'impératif de sécurité et l'impératif de liberté. Les États, si on se réfère à Hobbes notamment, les États ont été constitués pour apporter de la sécurité aux individus. Sécurité physique, puis après sécurité alimentaire, ça a été l'État-providence. Mais en échange, cet État qui apportait la sécurité devait aussi protéger les libertés que les individus ont, disent certains, naturellement. Donc tout le travail des États modernes est de trouver un équilibre entre la sécurité que les individus recherchent et la liberté dont ils ont besoin pour exister. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est que cet équilibre, eh bien, il est un peu bancal. L'impératif de sécurité l'emporte sur l'impératif de liberté. Or, une société ne peut pas vivre sans liberté. Ce qui fait l'être d'une société, depuis le début des temps, c'est précisément reconnaître l'émancipation des individus par rapport à leurs contraintes d'origine. Toute l'histoire de l'humanité est une histoire d'émancipation progressive. Et donc, on s'émancipe par l'exercice de la liberté, par la conquête de liberté. Et chaque fois qu'on veut diminuer l'émancipation des êtres humains, on met l'accent sur le principe de sécurité. Eh bien, nous sommes dans un moment où on freine l'émancipation des peuples, l'émancipation des individus, en mettant en avant la peur et donc le principe de sécurité.
Alors, c'est lié à des circonstances exceptionnelles qui deviennent pérennes. N'oubliez pas que nous vivons dans un état exceptionnel depuis quasiment 2015, après les attentats du 13 novembre. Il y a eu les exceptions sécuritaires, maintenant il y a les exceptions sanitaires, qui vous dit que demain il n'y aura pas les exceptions environnementales, climatiques, écologiques. Donc on est dans un moment historique où les circonstances conduisent à mettre en avant le principe de sécurité. Ce qui est dangereux dans la mesure où une société a besoin d'équilibre. Or, si vous mettez trop l'accent sur le principe de sécurité, eh bien, vous allez progressivement affaiblir, amoindrir et finalement remettre en cause l'exigence ou le principe démocratique. C'est ce qui se passe dans certains pays d'Europe de l'Est, par exemple en Hongrie ou en Pologne, où le déséquilibre se fait au détriment, évidemment, de la liberté politique, des libertés individuelles et à l'arrivée des individus. Moi, je considère que là, on a vu des bâtisseurs de ruines, c'est-à-dire qu'on est en train de s'installer dans des situations qui sont absolument préjudiciables pour tout le monde, mais comme on ne se mesure pas au quotidien, on finit par ne pas le ressentir et on se réveillera trop tard. Il y a un discours en roue libre maintenant. Au moins, il y a quelques années, à peu près tout le monde respectait le Conseil constitutionnel, respectait la Cour européenne des droits de l'homme comme des instances suprêmes qui disaient le droit. Et qui suivait l'évolution de la société. Alors, aujourd'hui, on est prêt à tout remettre en cause, dans une forme d'excitation totalement ridicule, et en revenir à un régime où finalement le président, le gouvernement et les assemblées n'en feraient qu'à leur tête. Évidemment, il y a danger extrême. Je ne sais même pas si c'est du populisme. Je pense que on en est au stade où on en est dans la campagne ou dans la pré-campagne. On en est à un concours de l'idée la plus folle, quoi. Et en tout cas, tous les problèmes peuvent se régler à l'intérieur d'un cadre. Voilà. Alors si on pense que les problèmes ne peuvent pas se régler à l'intérieur de ce cadre, on ne jette pas le cadre. Voilà, on essaye de voir comment on peut s'adapter à l'intérieur du cadre. En tout cas, je considère qu'il n'y a qu'un seul vrai projet de loi dont la justice a besoin, c'est le projet de loi de finances. Arrêtez les projets de loi. Qu'on arrête de faire des lois. Je vais vous demander qu'on arrête d'en faire en fait, parce qu'il y en a trop, il y a trop de lois qui sont votées et on n'arrive pas à suivre en fait. Et on se met à la page et à chaque fois ça ne suit pas. Et pourtant, je vous assure qu'à la justice, on se démène pour que tout soit à jour, que les justiciables aient tout dans les délais. Et encore à Paris, les délais, je pense qu'ils sont courts par rapport à d'autres juridictions. La première vraie loi de procédure doit être une loi de simplification absolument généralisée. Il faut reprendre toutes les procédures une par une et voir quels sont les points qui anéantissent la fluidité des échanges. Ah, c'est une bonne question. Peut-être que ce serait une loi qui ouvre beaucoup plus l'administration de la justice aux citoyens. Comment on fait participer plus qu'aujourd'hui les citoyens à la vie de leur justice? J'aimerais bien, parfois, qu'on ne surfe pas sur les vagues médiatiques, qu'on ne fasse pas d'effet d'annonce et qu'on prenne le temps de voir ce qui fonctionne dans notre système, parce qu'il y a plein de choses qui fonctionnent, et de laisser autant justement aux professionnels, aux justiciables, de s'approprier ces réformes judiciaires pour que la peine ait du sens, parce que c'est quand même ça l'objectif. C'est qu'on puisse tous faire société et que les personnes qui ont commis des actes délinquants puissent réintégrer la société dans les meilleures conditions possibles. Mais oui, j'ai une forme de message d'espoir. L'espoir que suscite ces derniers jours et la mobilisation des magistrats, c'est le fait qu'on a un sentiment d'alignement de planète sur l'entente qui peut exister entre nous. C'est-à-dire que cette prise de conscience qu'on contribue effectivement à la même œuvre et qu'il faut qu'on travaille en bonne intelligence les uns avec les autres. Non, moi je suis très contente de ce qui se passe. Je suis très contente qu'il y ait une union de tous les gens qui contribuent à la justice
que ce soit les magistrats, les personnels de greffe et les avocats, qu'il y ait un vrai consensus là-dessus et que tout le monde veuille faire changer les choses pour le bien de tous et à commencer par les justiciables. Donc moi, je suis très contente de ça. Alors je suis absolument frappé par la boîte noire que constitue pour beaucoup de Français le système juridictionnel. Non pas qu'il ne soit pas volontairement opaque, c'est absolument certain, mais par exemple, je suis très frappé du nombre de gens qui pensent qu'on ne peut pas entrer librement dans un tribunal et qui ne sont jamais allés dans un tribunal, alors que la justice est rendue au nom du peuple français, et pourtant les gens n'ont pas conscience du fait qu'ils peuvent aller assister aux audiences, pas à toutes, mais à la plupart d'entre elles, et s'informer ainsi sur leur fonctionnement réel. Et je trouve que les séries jouent le rôle de substitut, et c'est bien dommage, parce que, redisons-le, les tribunaux, pour la plupart, fonctionnent, et c'est bien normal, à portes ouvertes. Et donc, si vous voulez vous informer sur le fonctionnement de la justice, vous avez absolument la possibilité de le faire en poussant librement la porte d'une juridiction, quelle qu'elle soit, civile, pénale, administrative également. Et donc, plutôt que de se laisser informer de façon parcellaire ou partiale ou partielle par des sites internet, par des syndicats, par des hommes politiques, allez voir vous-même et vous en aurez le cœur net à la fois sur l'investissement extraordinaire des personnels judiciaires, vous verrez à quel point ils font leur métier avec conscience, etc. Sur le mythe de la justice laxiste, vous verrez que ça n'est pas le cas, qu'il y a des peines qui tous les jours tombent, des mois, des années de prison. Sur la misère de la justice, vous verrez des difficultés avec des interprètes, des juridictions qui statuent jusqu'à 2h du matin. Vous verrez tout ça, ça existe et vous pouvez aller le voir, il suffit de le vouloir. Je prendrais une loi qui commencerait par dire aux juges à quel point ils sont importants et à quel point on compte sur eux. Je prendrais une loi qui empêche aux juges et aux justiciables et à ceux qui pensent que finalement un avocat n'est qu'un empêcheur de tourner en rond, d'oublier ce que c'est que le sens de la défense. Et de se rappeler que quand on n'a personne pour parler pour soi, c'est pas forcément qu'on n'a rien à dire, c'est pas forcément qu'il n'y a aucune chose importante à souligner, c'est tout simplement qu'on s'éloigne de plus en plus de ce qu'on peut attendre de la justice. Et que avoir un avocat et de laisser la place à un avocat et de laisser la place au droit de la défense, c'est quelque chose qui est peut-être pas à la mode, c'est quelque chose qui prend peut-être du temps, c'est quelque chose qui est peut-être pas pratique, tout comme respecter un certain nombre d'obligations du code de procédure pénale, mais c'est la justice. L'espoir, c'est que malgré tout ce qui ne va pas dans la justice, les gens ont quand même une demande. Voilà. Alors, elle n'est pas satisfaite ou mal satisfaite, voilà. Mais il y a quand même une demande, parce que ça s'appelle la justice. Donc, c'est comme si vous mettiez ici le paradis sur les frontons des palais de justice. Bon, les gens, ils veulent aller au paradis, c'est sûr. Seulement quand ils arrivent dedans, c'est soit le purgatoire, soit l'enfer. Donc le problème, c'est qu'il faudrait appeler ça autrement, quoi. Du coup, ça calmerait peut-être les envies des gens, quoi.